perdu. Donc, je disais que cette exploration qu'on a faite hier, elle vise à savoir, à faire un état des lieux d'où vous en êtes. Elle n'est absolument pas thérapeutique, cette exploration-là. Elle ne vise pas à réparer des choses. Elle vise à donner à votre inconscient la sensation physique de «Ah, c'est possible de faire ça. Quand je le fais, je suis bien, je suis à l'aise. Donc, une fois que je l'ai fait, que je suis bien, que je suis à l'aise, que ça a fonctionné, eh ben, ça donne envie à l'inconscient de dire, de se dire, il y a une possibilité, donc je vais explorer la possibilité. Et nos thérapeutes, c'est ce qui nous intéresse, que vous soyez prêts à faire le travail qu'on vous propose. Et le travail qu'on vous propose, c'est absolument pas ce qu'on a fait hier. On n'a pas fait du travail thérapeutique. Vous attendez pas à avoir des résultats avec ce qu'on a fait hier. Du coup, vous morfondez pas si, si ce qu'on a fait hier n'a pas marché, entre guillemets, parce que ça n'a pas à marcher. Ce qu'on a fait hier, c'est juste un test. Je l'ai prévu, enfin, j'ai prévenu en début que c'était juste un test. Et ce test, il est important dans le sens où il va vous donner la sensation de OK, c'est pas OK. Quoi ça? Christophe, Oui, c'est de la méditation guidée dont tu parles. oui, c'est ça. Alors C'est- justement, mon mari, il n'a pas osé parler hier parce qu'il était la gorge serrée, mais en fait, il a vécu tout le long, il avait envie de pleurer et puis à la fin, il a dit, je suis nul à chier, comme je l'ai marqué une fois sur Facebook. Oui, ça va, cette méditation, elle va nous faire mesurer à quel point on a été pas soutenu, pour être gentil, par nos parents, d'accord? Euh, Parce que sans faire ça, sans utiliser cet enfant pour nous dissocier, pour voir ça de l'extérieur, on ne peut pas voir. Et je sais, je l'ai fait avec vous. Pour moi, mes parents, ils étaient comme ils étaient, quoi. Ils avaient des amis, on sortait en famille, on faisait des choses et c'était bien. C'était bien, mais c'était pas l'enfer non plus. Mais j'étais pas bien, moi, dans ma peau et je savais pas pourquoi, en fait. Je savais pas pourquoi, parce que j'étais en loyauté et que je ne pouvais pas ouvrir les yeux sur les erreurs qu'ils avaient faites et qu'ils étaient encore en train de faire, hein, parce que j'ai ouvert les yeux que bien après l'accident. Donc, ça m'a pris du temps. Euh, Ce qu'on a fait hier, ça nous permet de nous mettre un petit peu à distance de l'histoire et d'ouvrir les yeux sur ce qui a vraiment été vécu par cet enfant là-bas, dans cette histoire. Et ça touche énormément. Et si on n'arrive pas à jouer l'avocat, c'est désastreux. Mais c'est désastreux dans le sens où on se projette dans il faut que je sauve cet enfant. Patience. C'est juste un constat. Cet exercice nous permet, à nous thérapeutes, je dis nous maintenant, j'en ai plusieurs, nous permet de voir où vous en êtes et de voir ce qu'il faut travailler pour arriver à l'objectif. Oui. C'est un état des lieux, c'est une carte qu'on vient de dresser, parce qu'en fait, il n'y avait pas de carte, on ne savait pas du tout, vous ne saviez pas du tout à quel point ils avaient été défaillants, et encore, on n'a fait qu'une petite méditation qui n'était pas nominale, donc qui était très distante, hein, j'ai envie de dire. L'objectif après ça, c'est déterminer ce qu'on a à faire en thérapie pour arriver à ce que vous deveniez les meilleurs avocats. Et l'objectif de tout ça, c'est vous faire comprendre qu'en étant l'avocat de cet enfant, on peut faire quelque chose. Vraiment, l'objectif de l'exercice, c'est au final, OK, j'ai conscience que je peux faire quelque chose, donc l'idée de euh, euh, je ne peux pas changer mes parents, elle va sauter. Elle va être remplacée par je ne vais pas changer mes parents, hein, clairement. On ne change pas quelqu'un. Même quelqu'un de vivant, même quelqu'un de l'époque, même son mari, surtout pas son mari, on ne change pas. Vous en savez quelque chose, mesdames. Euh, on ne le change pas, mais ce qui a été vécu par l'enfant, ça peut être reconnu et c'est ça qui va le libérer, en fait. On cherche à vous donner la sensation de si je présente, si moi, avocate, je présente ce qu'a vécu cet enfant devant ses parents de l'époque et qu'ils le reconnaissent, ça va le libérer, ça va lui faire du bien et après on peut faire quelque chose. Les enfants intérieurs aujourd'hui, tant qu'ils n'ont pas vu cette possibilité de libérer, d'être reconnus, ils sont bloqués en disant je peux rien changer.
Alors, à quoi ça sert que je me casse la tête? Je préfère dire que mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu et voilà. Oui. Et c'est ça qui est pas juste. Mm. C'est ça qui est pas juste parce que aussi, on peut faire quelque chose. On peut, une fois que l'enfant a été reconnu dans sa douleur par ses parents défaillants, euh, il est autorisé, comme ceux qui ont réussi hier, à aller chercher ses ressources et du coup à changer son histoire. C'est possible, ça devient possible. Jusqu'à hier, c'était pas possible pour la majorité d'entre vous qui n'avaient pas encore mesuré ce qu'on peut faire avec des bons outils thérapeutiques. Mais on n'a pas fait de travail thérapeutique et c'est pas un échec. Et Christelle, ton mari, il n'est pas nul à chier. Il est juste devant l'immensité de ce qu'il a à affronter comme blessures qui sont remontées, qu'il avait bien bien réussi à enterrer tranquillement. Donc il doit un peu m'en vouloir ce matin parce qu'il a passé une mauvaise nuit, comme les deux ou trois avec qui j'ai discuté là en Oui. introduction. Mais ou alors il a réussi à tout enterrer Avec dessous et une douleur au dos, mais qui est habituelle, hein. Et puis là, il vous écoute, si jamais. oui. C'est quoi son prénom que je puisse l'interpeller? Eugène. 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 Voilà. Eugène. Ok. Eh ben, bonjour Eugène. Ça fait plaisir d'avoir un homme qui m'écoute. Parce qu'il y a Zabeth qui vient d'arriver. Je ne pense pas que ce soit un homme encore. Ah. Donc vous êtes pour l'instant que des femmes. Donc bravo Eugène déjà de continuer de m'écouter. Euh, donc ce que je te disais, c'est que hier on a fait cet exercice qui vise à faire l'état des lieux, parfois dans la douleur, de j'y arrive pas, c'est trop douloureux, j'ai dû décrocher, etc., etc. Oui, ben voilà, c'est ça qu'on fait. On, on- on vous fait vous rendre compte que la vie de cet enfant, c'est pas si rose que vous l'imaginiez. Et c'est ça notre place d'adulte. Si je dois défendre mon enfant intérieur contre quelque chose, il faut que je sache exactement ce qu'il a vécu. Et donc, il faut que je mesure de l'extérieur la douleur que cet enfant a vécue. C'est pas confortable. C'est pas confortable parce que, pour l'instant, vous êtes toujours impuissant à changer quelque chose. Mais, pour celles qui ont réussi à rentrer dans l'avocate et à faire quelque chose, waouh, c'est génial. Et ça va entraîner des rêves comme chez Marie, Mhm. de je deviens l'avocate et je me bats contre mon père. Mais quand je deviens l'avocate et que je me bats contre mon père, je redeviens la fille de mon père. Et je gagne pas. Parce que c'est pas la fille qui se bat contre son père, c'est l'avocate qui se bat contre cet homme qui est le père de cette petite fille. Et cette Mhm. posture de dissociation, elle est très très importante pour y arriver. Et c'est pour ça que je reviens dessus ce matin, parce qu'il y a je ne sais, je crois bien que c'est Marie hier qui a donné une petite phrase qui disait, en tout cas c'était génial, non c'était Christelle, c'était génial, je vais pouvoir appliquer ça à plein d'histoires à plein de parties de mon histoire. C'est pas ça l'outil, c'est pas un outil thérapeutique, c'est un outil de diagnostic. L'outil Mhm. thérapeutique, vous en parlez ce matin, parce que vous avez besoin de comprendre comment ça peut fonctionner, comment ça peut marcher, et du coup comment vous pouvez vous en servir et surtout, ce que vous pouvez apprendre à faire. Parce que c'est l'objectif de ce week-end découverte, c'est découvrir à quoi vous pouvez former, fermer, exactement l'inverse. À quoi vous pouvez vous former pour accompagner des gens dans ce travail-là. Donc, Quand je cherchais le père avec quelqu'un d'autre. j'entends pas, Eugène, vous êtes trop loin du micro, pardon. Je rapproche alors. Oui, parce que Longtemps, j'ai cherché le père avec quelqu'un d'autre. vous cherchiez le père avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire. Si j'avais un ami, je le prenais comme père. Oui, Mon c'est ce qu'on fait enfant. père, il a Exactement. remplacé mon père. Exactement. Une des solutions qu'on a enfant, c'est trouver un père de substitution. Mm. Le problème, c'est que ce père de substitution, c'est un humain qui a des défauts et qu'à un moment donné de notre vie, il va nous abandonner, nous laisser tomber. Il va pas jouer son rôle jusqu'au bout, en fait. Ou alors, s'il joue son rôle jusqu'au bout, le jour où il va mourir, eh ben, on perd notre père idéal. Et là, c'est la catastrophe. Donc, s'accrocher à quelqu'un d'autre, à un autre humain, c'est parfois la seule possibilité qu'on ait, mais c'est pas la meilleure. Et le pire, dans ce cas-là, pour nous, hommes, c'est de s'accrocher à une femme quand c'est notre mère qui nous a fait souffrir. Parce on devient donc en dépendance affective à cette femme qui représente notre mère idéale,
et forcément, elle est humaine avec ses défauts, et forcément, elle va nous renvoyer nos douleurs. Donc, ça crée des couples qui ne sont pas confortables à vivre. Pareil pour vous, mesdames, vous allez chercher votre père de remplacement chez votre mari, et votre mari va, qui était génial au début, hein, bien sûr, il va devenir le pire des hommes dans votre histoire. Vous finirez par divorcer parce que ça marche pas, parce que juste, vous allez chercher votre papa pour remplacer. Et c'est ça c'est un des messages, euh, des hypothèses, pardon. C'est une des, c'est quoi le mot? Des indices, voilà. C'est un des indices qu'on a à l'extérieur, c'est si vous avez divorcé et que c'est l'enfer, ou que c'est l'enfer avec votre mari, vos relations d'adultes vont traduire un petit peu les mauvaises relations que vous avez eues enfant avec vos parents. J'ai digressé un petit peu, je reviens sur ce que je voulais dire principalement. Donc, je répète haut et clair, ce qu'on a fait hier, ce n'est pas thérapeutique. C'est pas fait pour faire de la thérapie, c'est pour faire un diagnostic. Et oui, c'est pas confortable. Je vous ai dit, préparez des mouchoirs parce que c'est pas confortable. D'accord? On va voir ce matin. C'est pour ça que j'ai changé mes plans. Quand j'ai entendu Christelle parler de ça, je dis hop, 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 il faut qu'on corrige quelque chose. J'ai changé mes plans, j'ai refait des, euh, des présentations pour que ce soit plus clair. Et on va partir sur ça ce matin plutôt que sur autre chose parce que c'est ce qui vous touche là, vous, aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'on loupe le coche. Je ne vous laisse pas dans cette idée-là et dans cet état-là. Alors, Zabeth, elle ne sait pas forcément de quoi on parle. Zabeth, euh, alors, on tutoie tout le monde, je tutoie tout le monde, donc l'inverse est possible. Si vous voulez parler, enfin, si tu veux parler, du coup, tu ouvres ton micro et tu prends la parole sans problème, avec ou sans caméra, c'est pas grave. Donc, je reviens à mon idée de départ. On va faire la suite de ce qu'on n'a pas fait hier et que vous semblez visiblement avoir besoin de vivre. Oui. Euh, Christophe, s'il te plaît. oui, Moi, hier, j'ai pas pu aller jusqu'à ce que vous racontiez maintenant l'avocate et tout ça. ouais. Je me suis arrêtée à 10 ans, j'arrivais plus et j'ai quitté. Mais c'est déjà ce qui s'était passé la dernière fois quand on l'a fait, Jude. Non, la dernière fois, j'ai pas fait. T'as pas fait du tout. Non, c'est Bon, la ça, première fois. C'est la première fois où je assiste à cet après-midi. L'autre fois, j'étais d'accord. pas. Donc, Bon, j'ai et pas ben pu aller typiquement, jusqu'à. j'ai beaucoup de gens en cabinet hein, qui, même à l'idée de mettre leur enfant à leur place, ne peuvent pas le faire. Parce que c'est insupportable d'imaginer que leur enfant va vivre ça. Donc, c'est normal, dans quelque sens, dans un sens, c'est normal parce que vous êtes juste confronté à la douleur, la vraie, que vous avez vécue à l'époque. Et oui, c'est horrible de s'en rendre compte à ce point-là. On est obligé de passer par ça pour que vous puissiez mesurer à quel point cet enfant a souffert, pour que vous ayez ensuite, et c'est ce qu'on va faire maintenant, la compréhension de l'outil qu'on peut faire pour le sortir de là. Je viens sur cet outil-là simplement parce que cet outil, ce travail thérapeutique, il fait partie intégrante de la formation. C'est-à-dire que toutes les personnes qui voudront se former à l'outil devront passer par ce travail thérapeutique. Je l'ai intégré là, suite à tout le passif que j'ai eu. Je l'ai intégré dans la formation. Il est devenu obligatoire si on veut aller jusqu'au bout de la formation au niveau 3, d'accord? Et il est intégré obligatoire avec un énorme tarif réduit sur le prix public, bien sûr, mais je... aujourd'hui, les personnes qui ont été formées en 2017-19, qui n'ont pas fait ce travail-là, ne peuvent pas être thérapeutes. Elles n'ont pas les capacités parce qu'elles n'ont pas résolu cette partie de leur vie et elles ne font pas de thérapie familiale. Elles font de la thérapie en PNL, elles font un petit peu de transgénérationnel peut-être, mais la thérapie familiale, elles ne peuvent pas parce que c'est pas encore réglé complètement chez elles. Et pour moi, donc, elles font pas de TEFT. Donc, pour offrir la possibilité aux gens qui veulent se former en TEFT de faire vraiment de la TEFT, eh ben, j'ai imposé ce travail thérapeutique. Et donc, j'ai imposé dans le cursus de la formation, quand vous voulez, par contre, ça c'est libre le choix. Et si vous voulez, bien sûr que si vous rentrez en formation, vous ne voulez pas faire ça, vous ne le ferez pas, je ne vous force pas. Juste pour être validé thérapeute TEFT, il faudrait passer par là. Parce que
vous ne pourrez pas appliquer ces outils de thérapie familiale tant que vous n'aurez pas, comme je dis toujours, balayé devant votre propre porte. Donc, euh, C'est le je, petit. je cherche le fil de mes pensées parce que je l'ai construit juste cette nuit et c'était très très tard cette nuit. Je crois que j'ai dormi 4h30. Donc, c'est pas super clair aujourd'hui, mais je vais y arriver. Tu nous as dit Donc, que tu vas nous faire quelque chose pour qu'on soit bien. C'est ça. ouais, D'après ce que j'ai compris. oui, c'est ce qu'on va faire. Donc, la La pression. suite, quelqu'un qui me parle encore ou pas? Non, je Non? disais, ça met pas du tout la pression. L'impression de quoi? On a l'impression que tout repose sur tes épaules, là. Pas dormir Oui, c'est moi le beaucoup dans la formateur. nuit. C'est moi le formateur, c'est mon taf. Et quand je me rends compte qu'il y a des choses qui se passent pas tout à fait comme elles devraient, parce que vous êtes beaucoup à en avoir bavé, etc. S'il n'y en avait qu'une personne, je pourrais la prendre en particulier et traiter ça avec elle. Mais là, j'en ai entendu deux, trois, quatre qui sont pas arrivés. Donc, ouais, 4 sur 8, ça fait trop, quoi. Donc, je dois maintenant... et en plus, c'est un double sens parce que je vais parler aux personnes potentiellement intéressées par la formation pour qu'elles voient jusqu'où on va aller dans la formation et ce que ça implique. Et en plus, je vais expliquer un outil thérapeutique. Donc, pour moi, c'est la suite logique du jour. Il n'y a pas de souci. C'est parfait. Donc, non, j'ai pas de pression. J'ai pas de pression, juste, je me suis rendu compte que ça allait pas, j'ai corrigé quelque chose. En fait, je m'adapte. Je m'adapte parce que, encore une fois, même si j'ai des tonnes de livrets de formations qui sont tous bien écrits, bien propres. Vous pouvez voir sur celui-ci, là, c'est plein de choses écrites à la main, parce que c'est des corrections que je fais pendant le cours et que je vois que je peux expliquer autrement. Donc, mon cours évolue sans arrêt, pardon, avec ce que je trouve. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, Christophe, s'il te plaît, j'ai une dernière question. non, c'est pas Quand- la dernière, mais vas-y quand même. Avant que tu commences, J'ai déjà commencé en fait. quand tu nous as dit que on porte dans notre inconscient la blessure qui va nous faire évoluer. Oui, d'accord, je comprends. Mais du coup, c'est les gens qui ont des parents parfaits. Ils n'ont rien pour évoluer. Comment ils vont évoluer? Alors, Moi, je comprends pas comment moi je dois porter quelque chose pour évoluer alors quelqu'un d'autre, elle va évoluer sans rien. C'est pas logique. évoluer, c'est-à-dire sortir de l'état de difficulté que tu portes, qui a été donné par ton histoire. Oui, Les gens qui ont des parents, alors je dis jamais parfaits, hein, je dis les parents idéaux, voilà. les gens qui ont des parents idéaux, ils sont déjà à un niveau d'évolution où ils n'ont pas besoin d'évoluer. C'est tout. Ah, ils n'ont pas besoin d'évoluer. Non. L'inconscient nous invite à évoluer pour d'abord réparer nos blessures pour qu'on puisse vivre ensemble en tant qu'être humain. Et quand on arrive à ce niveau-là, il y a une possible évolution spirituelle qui peut se faire derrière. Mais juste l'évolution de base de je suis bien dans ma peau et en relation avec les autres êtres humains au niveau juste humain relationnel, c'est ce qui nous pousse à évoluer. Une fois que ça c'est acquis, bah, le reste, voilà, je Ok, développe ce que j'ai envie d'autre, mais c'est plus dans ce niveau-là. D'accord? d'accord. Merci beaucoup. Ok. Alors, il faut que je tourne mes pensées maintenant. Je les ai rangées où? Je les ai rangées là pour y revenir dessus. Du coup, elles sont dans un dossier. Et je vais dire que je vais chercher le document. Présentation de dossier. Voilà. Euh, je vais vous partager ça, qui est donc tout frais de cette nuit. Donc, il y aura peut-être des boulettes. Parce que j'ai pas tout bien passé en revue. J'ai assemblé différentes choses que j'avais à droite à gauche. J'ai reformulé certaines choses, donc il y a des chances il y a des petites erreurs, des petites incohérences, mais bon, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure qu'on va les découvrir. Donc, euh, ce que vous avez fait hier, jouer l'avocate de cet enfant quand vous y êtes arrivé, c'est déjà plus loin que ce que Alice Miller faisait avec ses consultants, enfin ses patients, parce qu'elle était psy. Vous avez gagné. Vous avez sauvé cet enfant d'une très banale, très courante forme de la pédagogie noire. Ça, c'est le nom que donne Alice Miller à la façon dont
les parents se comportent pour éduquer leurs enfants. C'est la pédagogie noire. Ça, c'est le titre de son livre en bas, c'est pour ton bien. C'est par exemple mettre des claques pour qu'on comprenne plus vite. C'est pour ton bien si je te mets des claques, parce que tu vas comprendre plus vite. C'est de la pédagogie noire, d'accord? Si je te force à manger quelque chose que tu n'aimes pas, c'est parce que c'est des bons légumes et c'est pour ton bien. Donc je te force quand même. Je ne respecte pas ce dont tu as besoin. Mais ceux qui ont réussi à travailler avec l'avocate pour sortir leur enfant de là, ils ont déjà allé plus loin que ce que proposait Alice. Parce que Alice Miller, en 1960 et quelques, je crois, quand elle a commencé à travailler, j'ai plus les dates, c'est sur son blog, je vous donnerai le lien, elle n'avait aucune notion de PNL. Donc, elle ne pouvait pas faire sortir les gens de leur état d'enfant pour jouer l'avocate. Ça n'existait pas. C'était pas une thérapie, une approche qui existait. Donc, pas de possibilité de régler ça. Nous, on l'a, et c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé cette PNL pour faire ça, et je l'ai utilisé en l'apprenant de ce travail en sexual grounding thérapie, mais en allant plus loin que ce que proposait justement le sexual grounding thérapie, parce que je m'étais rendu compte que moi, en tant que thérapeute avec des outils PNL, je me suis dit à un moment, mais là, je travaille sur mes parents, je travaille pour guérir les blessures de mes parents, mais mes nouvelles ressources, elles sont où en fait? Et c'est là que j'ai développé la petite partie. euh, ouais, je peux le présenter comme ça. Euh, Ceux qui ont buté hier sur j'en ai bavé, je suis nul et mes parents sont défaillants, ça c'est Alice Miller qui faisait ça. Elle faisait reconnaître et elle-même thérapeute valider en disant oui, vos parents étaient pas bons du tout, étaient parfois moins polis que ça, et ils étaient pas bons du tout, et c'est à cause de ça que vous avez tout ça. Donc oui, c'est normal que vous en ayez bavé, oui, c'est normal que votre vie était difficile, et oui, elle était vraiment difficile. Alice Miller validait et reconnaissait la douleur de ses patients. C'est ça qui les aidait. Euh, le SGT, donc ce que j'ai dit que j'avais fait hier pendant 2 ans avec 8 fois 6, 8 fois 6 jours de travail thérapeutique, c'est la partie où euh, je crée l'avocat. Ça, c'est le SGT qui m'a apporté cette position d'avocat, cette histoire d'adulte qui accompagne l'enfant. Ça, c'est SGT. Ensuite, l'avocat qui prend l'enfant dans la main pour l'emmener dans la rivière, prendre ses ressources, ça, c'est personnel. C'est ce que j'ai rajouté moi à toute la couche que j'avais déjà pu profiter, parce qu'il a fallu que je fasse moi-même ce travail de trouver mes propres ressources après tout ce travail de SGT, parce qu'il manquait encore des trucs. D'accord? Donc j'ai développé ça, je l'ai mis, et tout ça, c'est dans Teft. C'est la partie juste familiale de Teft. D'accord? On est sur une toute petite parcelle. On n'est pas sur toute la thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. C'est juste le familial. Mais c'est important parce qu'Alice Miller a donc pas réussi à le faire. Euh, Elle l'a fait parce qu'elle est quand même la première psychologue à s'être éloignée de la position de Freud et de la psychanalyse, qui dit que l'enfant, il faut le dresser, l'éduquer parce qu'il est mauvais de base. Et j'ai mis une phrase que j'aime bien d'elle, qui dit que frapper un adulte, c'est de la torture, mais frapper un enfant, c'est de l'éducation. Ça explique tout, en fait. On a tenté d'éduquer avec une violence éducative, et c'est ce qu'elle appelle la pédagogie noire. Malheureusement, Alice Miller n'a pas trouvé de solution, y compris pour elle-même, c'est-à-dire qu'en tant que maman, elle n'a jamais réussi à travailler, à résoudre son histoire pour être la meilleure maman possible pour son fils. Qui est aujourd'hui psychologue, qui a... Non, psychologue, ouais, c'est ça, en Suisse, Martha Miller, qui a fait un film qu'on peut trouver sur Prime Video. Il était sur Vimeo avant, mais il n'y est plus, il est sur Prime Video maintenant. Il est peut-être ailleurs, je ne sais pas, je ne sais pas. Et qui s'appelle Qui a peur d'Alice Miller? C'est l'histoire de ce petit garçon. Il se filme lui-même qui va retourner sur les traces de là où a vécu sa mère, tout son drame qu'il a construite pendant l'Holocauste en Pologne. C'est très très violent.
Et il cherche à trouver tous les gens qui l'ont rencontré, qui l'ont aidé, etc., pour comprendre pourquoi sa mère était comme ça, pourquoi sa mère n'a jamais aimé son fils. Alors qu'elle était la psychologue qui avait le mieux compris le fonctionnement des enfants. Elle n'est pas allée jusqu'au bout et Martin, son fils, cherche encore sa mère. On le voit encore pleurer des douleurs que sa mère n'ait pas aimées. Et moi, je vois ça de l'extérieur. C'est Martin Miller. Il doit commencer à être à la retraite maintenant, mais il a une soixantaine d'années quand il fait ce film-là. Je me dis que ce monsieur, il a été psychologue pour accompagner des gens et que lui non plus n'a pas réglé son problème puisqu'à 60 ans, il pleure encore sa mère. Donc, les outils que vous avez là, que je vais vous présenter dans les yeux, sont vraiment ceux qui apportent la solution à ce problème. Et pour moi, ils sont très très précieux parce qu'ils n'existent pas ailleurs. D'accord? Durant mon propre parcours, j'ai travaillé avec une spécialiste du développement psycho-affectif, elle n'avait pas cet outil-là. Il n'existait pas, tout simplement. Voilà, je l'ai créé à partir de mon histoire et de mon expérience que j'ai eu besoin de parcourir pendant des années pour arriver à m'en sortir. Donc, la solution à tous vos problèmes, j'ai mis une majuscule volontairement, étant donné que tout sont une source en X, Y ou Z, ça devient la TEFT. Parce que euh, si j'ai pas de Z%, pas de deuil non fait, pas de viol, pas de vue, pas d'accident grave, j'ai une source en Y ou une source en X. Et la TEFT inclut les deux. Elle va forcément aller travailler sur les deux plans, soit sur l'un, soit sur l'autre, soit sur les deux, ça dépendra de chaque personne, de chaque histoire. Mais la tête va regarder absolument tous les endroits où il peut y avoir la source du problème. Et c'est ça qui est intéressant. Et on va faire ça dans la première heure et demie de séance. C'est-à-dire, dans la première heure et demie, je vais d'emblée savoir ce qu'il faut travailler en premier, quel est le plus grand pourcentage, ou en tout cas, quel est celui où on a le plus de chances d'obtenir un bon résultat final, parce qu'il est plus accessible, parce qu'il est plus facile, parce que si, parce que ça, ou parce que j'en sais rien quoi, mais chacun a sa propre histoire. Mais en une heure et demie, on est capable en TEFT d'arriver à déterminer ça, et du coup, dès la deuxième séance, de faire quelque chose. Et c'est pour ça que c'est très court. Tu, tu Oui. travailles quand même à régler tous les pourcents, enfin les X, Y, Z, ou tu vas t'attacher seulement à une Alors, lettre? je commence par le plus gros, en fait. Enfin, je commence par celui qui va apporter le mieux, le plus de résultats, en fait. Si, je le répète extrêmement souvent à mes élèves, vous avez quelqu'un en face de vous vous avez son petit arbre généalogique, comme tu m'as envoyé, Stéphanie, et on regardera ça tout à l'heure. Son petit arbre généalogique qui vous raconte son histoire, vous voyez que son père est mort quand il avait 35 ans, et alors que l'enfant avait donc 10 ans. Ok, et comment c'est la mort, enfin, comment vous pouvez parler de la mort de votre père aujourd'hui, c'est cool. Ben oui, mais enfin bon, pas toujours. Que dans le public, ça va, mais quand vraiment j'y pense, ben, je pleure encore. Là, je sais que le deuil n'est pas fait. Donc je sais que ça, je vais travailler tout de suite. Et je vais même, si j'ai le temps, le travailler dans la première séance. Pourquoi? Parce qu'un deuil non fait, ça va prendre à peu près 2 mois à être réglé, mais ça se règle en une seule séance. Parce que les outils thérapeutiques que j'ai mis en place sur le deuil en me basant sur juste déjà de la PNL, dans laquelle j'ai rajouté la thérapie familiale, et évidemment, c'est un mélange qui va dans les deux sens, hein. Il n'y a pas que le décodage qui va en thérapie familiale et en transgé, il y a aussi la thérapie familiale qui va en transgé, mais aussi la thérapie familiale qui redescend au décodage biologique. Parce que quand j'ai un deuil à faire, j'ai des choses particulières à faire pour régler mes comptes et pour apaiser la relation avec mon parent mort. Bref, je fais ça tout de suite. Après, ça infuse 2 mois. Et pendant ces 2 mois, on va travailler soit sur le transgénérationnel, soit sur le familial. D'accord? Donc, je peux très vite voir ce qu'il y a. S'il y a eu un viol en abus, on a des outils spécialisés donc en PNL pour effacer le traumatisme qui vont permettre à la fois de faire reconnaître la souffrance que la personne a vécue par tous ceux qui l'ont entouré à l'époque. Et là, on est presque dans du familial déjà. Et à la fois d'effacer physiquement les traumatismes et la dissociation qui s'est passée chez le consultant qui, pour survivre au viol à ce moment-là, a dû sortir de son corps pour laisser faire l'abuseur, parce que de toute façon, il est impuissant.
Et on va pouvoir ramener, régler ce traumatisme corporel pour ramener la personne dans son corps, dans son histoire. Bref, tout ça, ça se fait, c'est tout de suite, c'est immédiat, on le voit, on le sait. Quand on arrive à créer l'espace de sécurité nécessaire à ce que la personne puisse exprimer ce viol et cet abus, on va pouvoir travailler dessus dès la deuxième séance. C'est aussi réglé en une séance parce qu'encore une fois, on utilise des outils très spécifiques en PNL qui vont aller chercher la douleur dans l'inconscient. Et qu'est-ce que tu fais de l'amnésie traumatique alors? La quoi? L'amnésie traumatique. Eh ben, j'en fais rien si elle n'y est pas. Si elle n'est pas, elle est là, ok. Mais l'amnésie traumatique, elle vient du fait que j'ai dû effacer ces mémoires parce que je ne peux pas faire reconnaître ça, je le vis dans la solitude. Donc, comme mon psychisme n'est pas capable de supporter ce traumatisme-là, je l'efface. Il y a des gens qui viennent, euh, avec qui on travaille sur plein de choses et qui à un moment reviennent. Il y a quelque chose qui est remonté. On a abusé de moi quand j'ai 10 ans. Je m'en souvenais pas. Je peux m'en souvenir aujourd'hui parce qu'on travaille un petit peu en parallèle, en parental. On a trouvé quelques ressources. On est arrivé à donner assez de ressources à l'inconscient du consultant pour qu'il puisse se dire, OK, j'ai un peu les bases, je peux lui faire confiance à lui, il va pouvoir m'aider, et donc j'ouvre le traumatisme. Si je ne me rappelle pas, moi, je ne le verrai pas. D'accord? C'est Et d'ailleurs, Yann, d'ailleurs, j'ai beaucoup j'en veux beaucoup à des thérapeutes qui vont asséner des informations comme vous avez certainement été abusé entre 0 et 5 ans. Parce que c'est un conflit de diagnostic énorme qui est donné aux gens. Ces thérapeutes, ils ont potentiellement la capacité de sentir que la personne a vécu un abus, mais il y a énormément d'abus différents qui peuvent ressortir, pardon, chez la personne avec juste la même sensation. Que j'étais abusé psychiquement, affectivement ou sexuellement, je porte la même trace traumatique d'abus. Donc, les personnes capables de voir ça chez les autres, je parle en particulier des médiums et des gens un peu connectés, qui vont dire, ah là, il y a la trace d'un abus quand vous êtes enfant, c'est horrible. C'est horrible parce que moi, adulte, je me souviens pas qu'on ait abusé de moi. Et l'autre, il me dit, je vais le payer, donc je lui donne la valeur dans ce qu'il va dire. Euh, euh, et du coup, on appelle ça un conflit diagnostique, on le verra peut-être, je sais pas si on aura le temps. Euh, la personne qui a l'autorité sur le consultant, autorité euh, dans le sens où le consultant l'a payé pour avoir une réponse, eh ben, elle est écoutée. Si mon médium, mon énergéticienne, magnétiseuse, magnétiseur, parce qu'il y a des hommes aussi, me dit j'ai été abusé, clic, j'ai une case qui s'affiche chez moi, ah, j'ai été abusé, mais je ne sais pas quoi, je m'en souviens pas, donc c'est horrible, on vit avec ça et on ne sait pas quoi en faire. Et là, l'inconscient commence à rentrer en panique parce qu'il est incapable de le régler tout seul. Donc les gens viennent me voir en disant il paraît que j'étais abusé, depuis que j'ai appris ça, ma vie c'est l'enfer, mes relations c'est tout pourri. Ok, on revoit ça en détail. Et en fait, l'abus, il n'était pas du tout sexuel. Mais c'est le même Alors, mot et c'est le même ressenti qui est capté par ces personnes qui ont un peu de sensibilité. Donc, personnellement, même si j'ai un comportement de mon consultant qui serait explicable par un abus, je ne sais pas de quel abus il était victime. Donc, j'attends que l'histoire sorte et qu'il soit en capacité, avec les ressources qu'on va trouver ensemble, d'accompagner l'enfant dans ce qu'il a vécu, quoi que ce soit qui soit passé. D'accord? Tant que c'est pas sorti, on va pas travailler ça, on va surtout pas mettre un nom dessus parce que on est peut-être sur un autre abus complètement. Et je vois ça extrêmement souvent. Extrêmement souvent. Le truc de cet abus psychologique, émotionnel ou même affectif, euh, on ne le voit pas parce que c'est justement caché par cette loyauté. Euh, euh, je vais encore donner mon exemple parce que c'est le meilleur. Euh, ma mère a violé mon cœur. Elle a fait ce qu'on appelle un abus de mon cœur. Elle a violé mon cœur dans le sens où elle a
utiliser mon amour pour elle pour se nourrir et réparer sa blessure. C'est de l'abus. Et donc, dans ma famille, il y a eu des vrais abus sexuels, en particulier dans la famille du côté de ma mère, où toutes ses sœurs ont été abusées par un oncle curé à qui on ne pouvait rien dire et qui a eu l'impunité toute sa vie. Et donc, on pourrait se dire, tiens, on est allé quelques fois le week-end les voir, il a peut-être aussi abusé de moi. Non, parce qu'on n'a jamais dormi chez eux, et parce que j'ai pas ce genre de comportement. Par contre, le viol de mon cœur, oui, je l'ai bien senti, parce que j'ai appris à être sauveur de ma mère, et c'est ce comportement-là qui dit, j'ai été abusé dans mon cœur par ma mère. Mais c'est un abus, c'est le même mot, et n'importe qui m'ausculte en magnétisme ou en quoi que ce soit à l'époque va voir cet abus-là, sauf qu'il n'est pas sexuel. Donc si on vient me coller, ah, vous aussi vous êtes dû abuté par vous avez été abusé par ce grand-oncle qui a dû profiter d'un instant d'inattention de vos parents, bah je deviens traumatisé, alors que j'ai pas de raison, parce que ça s'est pas passé. D'accord? Donc je fais très attention à ce mot abus qui, oui, en ressenti, va être perçu par les gens un petit peu connectés comme un abus, et globalement dans leur tête, c'est sexuel, donc voilà, ils balancent cette information-là sans obtenir aucune, sans donner aucune possibilité de travailler. Alors que nous, si on voit un vrai viol, abus, et là je parle uniquement d'abus sexuels, on va le travailler dans Z% avec des outils qui vont effacer le traumatisme. D'accord? Si c'est un abus, un viol du cœur par des parents, c'est dans défaillance parentale qu'on va le traiter, et c'est voilà, c'est un autre sujet. C'est pas le même outil. C'est OK? Parfait. Donc, dans sa partie familiale, la thérapie émotionnelle familiale transgénérationnelle, c'est une thérapie créative. C'est-à-dire qu'une fois les drames identifiés et reconnus, c'est ce qu'on a fait hier, on a identifié, on a reconnu, la loyauté familiale est dépassée, c'est-à-dire j'ai obtenu de ces parents de l'époque qu'ils disent à leur enfant, je ne peux plus rien faire pour toi, tu es libre de les chercher ailleurs. Moi, thérapeute, je vais aider l'avocate à créer une nouvelle histoire de vie. Donc on crée, on ne va pas réparer cette histoire-là, parce que la réparation se fait par la reconnaissance. C'est juste la reconnaissance qui répare. Je reconnais, donc je te libère, donc ça y est, tu es sorti de là, maintenant on va créer la nouvelle histoire. Mais on ne peut rien créer tant que, je l'ai expliqué plusieurs fois, je ne peux pas aller chercher des ressources dans ces deux rivières symboliques féminin-masculin, tant que papa et maman n'ont pas dit à l'enfant que j'étais, je ne sais pas faire mieux et il ne faut pas que tu attendes quelque chose. C'est ça qui va sortir de la loyauté. Et pour sortir de la loyauté, il faut être accompagné par un adulte avocat qui va aider. Donc c'est tout s'imbrique en fait. Pour X% et Z%, on va être plus dans le curatif, c'est-à-dire qu'on va chercher les drames et on va travailler avec des outils sur le drame lui-même. On ne va pas créer du nouveau. Puisque dans la façon dont on va réparer curativement la blessure, on va installer les ressources qui sont possibles d'installer à ce moment-là. Toujours mettre une ressource après autre chose. Donc, pour créer cette nouvelle histoire de vie, on va s'appuyer sur le fonctionnement de l'inconscient tel qu'il a été modélisé par la PNL, programmation neurolinguistique, j'en ai parlé, et la neurothérapie qui parle de plasticité neuronale. Ça a été là le grand tilt qui m'a fait travailler différemment, en fait. Quand j'ai lu des choses sur la plasticité du cerveau, pourquoi? Parce que je cherchais pourquoi mon cerveau à moi, qui avait été traumatisé énormément, vous vous rappelez des images hier du scanner de mon cerveau, enfin oui, scanner de mon cerveau avec ces grandes taches noires, où le neurologue que je vais voir pour passer un scanner du cerveau pour savoir si je suis à tendance épileptique pour faire ou pas de la plongée, le gars me dit, oui, il y a au moins deux belles balles de ping-pong de votre cerveau en volume qui ne marchent plus. Et je dis, mais comment je peux vous parler aussi clairement du coup? Et comment je marche, comment je fais? Eh bien, ça, c'est la plasticité neuronale. Votre cerveau a décalé ses connexions, les a reportées ailleurs, et donc a fait des dérivations électriques, parce qu'un cerveau, c'est juste électrique. Là, l'image que vous avez en illustration, c'est un cerveau, c'est une imagerie réelle d'un cerveau réel avec les boules qui sont les neurones et les fils qui en partent et qui reviennent, les dendrites. Et l'information électrique circule dans ce
ce buisson de neurones. Et c'est comme ça qu'on établit nos pensées, nos relations, nos réactions, et c'est tout basé, c'est tout électrique. Donc si on coupe une partie du circuit, il est possible dans certains cas que le circuit soit transféré. Le- le- L'exemple que j'ai entendu, j'ai pas son nom, pardon. L'exemple que j'ai entendu le plus criant, c'est cette pianiste professionnelle, concertiste japonaise, qui a eu un gros accident de voiture, qui a perdu physiquement la moitié de son cerveau. Elle est toujours virtuose. Ses facultés ses facultés neuronales ont été transférées là dans la deuxième moitié de cerveau et elle fonctionne avec un demi-cerveau. Elle n'a pas perdu sa virtuosité et elle échange avec les uns et les autres. Il paraît que c'est assez surprenant. Je n'ai pas encore trouvé tout ça parce que je n'ai pas encore utilisé l'IA pour chercher qui c'est. Mais ça marche. Donc, je reprends l'histoire. On va vous faire sentir et vivre votre nouvelle histoire. C'est-à-dire qu'on va recommencer votre vie à partir de l'enfant nourri par ses deux parents idéaux. On va imaginer et faire sentir dans votre corps, c'est vraiment ça le plus important. L'imagination, c'est rien du tout, c'est très facile. Vous l'avez vécu vendredi avec cette histoire d'infusion de vinaigre et de moutarde. Si vous imaginez, votre biologie réagit. Clac, c'est net. On va utiliser ça. Vous allez imaginer, vous serez comme dans l'histoire et vous aurez les sensations de l'histoire qu'on va imaginer. C'est ça qui est magique avec la PNL. On peut faire croire à un inconscient n'importe quoi. Et surtout des choses intéressantes pour le consultant. Donc, on ne se gêne pas. On va imaginer une histoire, on va la faire sentir et vivre. Elle sera bien sûr absolument idéale. Et on a besoin d'un temps d'intégration neuronale d'à peu près 21 jours pour commencer à ce que ce schéma soit vraiment utilisé par votre inconscient pour que ça devienne la réalité. D'accord? Donc on va vous accompagner le temps nécessaire à cette transformation neuronale, mais c'est que de la transformation neuronale. On va jouer à avoir une vie idéale. Et parce qu'on va bien jouer avec les bonnes ressources, de la bonne façon, les bons mots, les bonnes paroles, ça va rentrer. C'est quoi cette histoire de 21 jours? Le 21 jours, c'est le temps biologique nécessaire au renouvellement cellulaire des neurones. C'est spécifique sur les neurones. On a toutes nos cellules qui se renouvellent sans arrêt dans notre corps. Je crois qu'on change de corps physiquement, on n'a plus les mêmes cellules. Ah, je sais plus quel est le délai. J'ai oublié ça. C'est très long, c'est genre 2 ans ou un truc comme ça. Il y a certaines cellules qui mettent beaucoup, beaucoup de temps à se renouveler. Et les cellules neuronales, c'est 21 jours. Donc, un neurone qui ne sert pas, un dendrite qui ne sert pas, il est éliminé, éjecté, il se détruit, et il y en a un nouveau qui est créé pour faire un nouveau schéma neuronal. Parce que tant qu'il sert, il est efficace 21 jours après, il est usé, il faut le remplacer. Donc, il est remplacé par un autre qui fait le même rôle, ou alors, s'il ne sert pas, il est éliminé du circuit, puis il disparaît. Donc, des choses qu'on a apprises, des mécanismes neuronaux. Attention, c'est pas des choses qu'on a apprises. Oui, c'est pas la bonne formule. Des mécanismes neuronaux qu'on a acquis en défense à une agression, par exemple, quand on me dit ouais, t'es nul, on va mettre en place un mécanisme neuronal pour arriver à se défendre plus ou moins bien. Et si on n'utilise pas ce mécanisme de défense parce qu'on a mis en place un schéma neuronal bien plus efficace qui nous apporte de la valeur, qui fait que quand on nous dit t'es nul, ben, on s'en fout réellement. Cet ancien mécanisme neuronal va disparaître tout seul au bout de 21 jours. On n'a pas besoin de l'arracher, de faire quelque chose. On laisse juste le temps passer en n'utilisant que le mécanisme neuronal optimum qu'on a mis en place. D'accord? Mais alors du coup, ça veut dire que vu qu'on sait que c'est par répétition que ces nouvelles Ouais, connexions elles se mettent en place, ouais. est-ce que pendant 21 jours, il va falloir répéter? Pendant 21 jours, on vous suit, on vous donne des consignes d'intégration qui vont faire que ces consignes vont faire une répétition. Ouais, exactement. Et surtout, vont vous faire rester dans le chemin que vous avez tracé, le meilleur pour vous. On vous la thérapie, le processus dure 35 jours. Pendant 35 jours, on est avec vous. Voilà, c'est très spécial, hein. C'est plus des séances individuelles tous les 15 jours, c'est je passe 35 jours avec vous d'une façon ou d'une autre, de façon à être sûr
que vous suivez bien toutes les consignes qui vont permettre à votre inconscient de rester sur le bon chemin, celui qu'on a établi avec vous, on a mis 14 jours à mettre en place. D'accord. On a fait 14 jours de travail avant les 21 jours. Donc ces 14 jours de travail, personne n'a envie de les perdre, ni moi ni vous. Et donc on vous suit pendant 21 jours pour être sûr que ça s'ancre bien comme il faut. Et ensuite, il y a tout le mécanisme qui se fait tout seul. Donc c'est très spécial. Je vais vous expliquer ça. Donc ça fait partie aussi de la formation. Ouais, vous allez apprendre à faire ça. D'accord? Vous allez apprendre à aider les gens à changer leur histoire de vie. Mais rappelez-vous, vous pouvez la changer que s'ils se sont rendus compte de combien c'était négatif et de que s'ils ont été libérés par la thérapie de la loyauté familiale. C'est pas possible autrement. On peut pas faire ça si on n'a pas le droit de changer son histoire. C'est vraiment pour ça qu'hier j'ai dit la loyauté familiale, c'est la clé de la thérapie. Tant qu'on n'est pas sorti de la loyauté familiale, on ne peut pas mettre ça en place. Ça ne marche pas, d'accord? Tout simplement parce que j'ai pas le droit. Inconsciemment, Et si pour je prends sortir de ça la moi tout loyauté seul, familiale, c'est la j'ai... thérapie familiale. Attends, excuse-moi, j'ai pas tout ce que tu disais, je parlais, je vais refinir ma phrase avant que je l'ai perdue. Je n'ai pas le droit d'intégrer une nouvelle histoire qui va m'apporter toute la satisfaction du monde si mon père et ma mère m'ont pas autorisé à le faire. Donc si je ne suis pas sorti de la loyauté familiale. Et pour sortir de thé familial, je répète encore, il faut qu'une avocate m'accompagne, un avocat m'accompagne, moi, petit enfant, pour que je sois reconnu comme victime de mes parents et qu'ils me disent, ouais, non, c'est pas faire mieux, arrête d'attendre. C'est ce qu'on a fait hier. C'est pas la thérapie familiale qui fait sortir de la loyauté familiale? Si, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la Ah, thérapie familiale, ça. d'accord. C'est ce qu'on fait depuis hier après-midi. Euh, alors, j'ai un truc, mais je ne sais pas s'il marche. Je crois que non, il marche pas parce qu'il faut que je vous partage ça différemment. Gna, 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 gna. Je vais vous le faire quand même parce que c'est quand même bien intéressant. Ah si, c'est un partage. J'essaye, d'accord? Je crois que ça marche pas. Mais j'essaye quand même. J'ai une tête de mule. On fait un essai. Vous allez me dire si vous l'entendez. Vous expliquer comment tu te comportais avant dans tes relations et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie jusque-là. Vous l'entendez parler ou pas? Il y a le son? Ouais? Oui, oui, on t'entend parler, oui. Oui. Non, Pas elle. très fort. Est-ce que elle, vous l'entendez parler? Ah non. Mm. Non, ok. Donc c'est parce que j'ai pas le partage correctement de ça, j'ai partagé cet élément-là. Ok, je partage pas la bonne chose. Il faut que je repartage juste ce que j'ai mis en ligne. Maintenant, qui est donc ici. Normalement, si je partage ça, ça marche. On réessaye. Vous me faites un petit signe si ça fonctionne. Les parents aussi. Ok, bien. Je recommence à zéro pour que vous ayez toutes les phrases. Ça, c'est un témoignage que j'ai sur ma chaîne YouTube de Anita. Anita qui a participé à un processus thérapeutique en avril 2018. Et là, je la questionne 8 mois après. D'accord? Donc 8 mois après qu'elle fait le travail, je lui pose des questions sur qu'est-ce qu'elle a gagné. Bonjour, je m'appelle Anita. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te comportais avant dans tes relations et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie jusque-là? Relation avec les hommes, avec tes parents aussi. Alors, les relations avec les hommes, j'étais fermée. Je voulais rencontrer personne, mais en même temps, je voulais rencontrer quelqu'un. Et du coup, j'attirais beaucoup les hommes mariés. Donc, bah, je pouvais pas. Enfin, je refusais d'avoir une relation avec un homme marié finalement. Et dans ce stage, il s'est passé quoi? Alors, je parle du processus thérapeutique, là. Dans ce stage, j'ai appris à sortir la colère que j'avais en moi, à sortir la peine. Et, et à la place de... En fait, une fois que j'avais plus tout ça en moi, j'ai découvert le sentiment... Comment dire? J'ai découvert, en fait, on rentre à l'intérieur comme de l'amour. Et c'est comme un sentiment énergétique, en fait, de l'amour. Donc, en fait, on ressort, on est apaisé, on voit même le monde avec les yeux de l'amour. Ça change quoi de voir le monde avec les yeux de l'amour? Ouais, ça me donne envie de rencontrer quelqu'un. Et
Oui, maintenant oui, alors qu'avant, c'était pas possible. Pour moi, l'amour n'existait pas et c'était juste impossible et c'était une légende. Et aujourd'hui, c'est possible. Oui. Ok. Et avec tes parents, ça a changé quoi? Avec mes parents, on a trouvé ce lien de... Aujourd'hui, mes parents et moi, on sort ensemble, on se promène ensemble, on va boire des cafés en terrasse ensemble, on rigole ensemble. Mon père et moi, on rigole alors qu'on rigolait jamais, on se fait des blagues. Et aujourd'hui, c'est vraiment une relation parents. Mes parents sont là pour moi, pour m'écouter, pour me soutenir. Et donc, je peux parler avec eux librement de tout. Et ça change quoi dans ta vie, ça? Ça m'apaise, ça m'apaise vraiment et je me sens soutenue en fait par ma famille. Je sais que j'ai le soutien de mes parents. Ils sont là en fait et c'est magique. Tu avais travaillé quelque temps au cabinet. C'est quoi la différence entre le stage et le cabinet? La différence, c'est que au stage, on est pendant ces 3 jours euh, ensemble et ensemble avec le groupe. Et du coup, on est tout le temps dans cette atmosphère de la thérapie, en fait. Alors qu'en sortant du cabinet, je rentre chez moi, j'essaye de me rappeler ce qu'on a dit pour me remettre dedans. Et, euh, et après, la vie reprend son cours. Alors que là, c'est vraiment 3 jours où le temps s'arrête. Et finalement, en sortant même des stages, euh, le temps reste arrêté. En tout cas pour moi, hein. Pour moi, le temps s'est arrêté au moment du stage et il est resté arrêté. Ça veut dire que je ne suis plus aujourd'hui en train de tout chronométrer ce que je dois faire. J'ai plus du tout ce problème de régler l'heure pour aller à telle heure, à tel endroit. Et maintenant, je me laisse vivre au jour le jour et j'arrive à tout faire dans les temps. Mais avec zéro stress, en fait. En plus, ça m'a enlevé tout le stress que j'avais avant, en fait. Et du coup, dans tes relations aux autres, ça a changé ça. Les gens sont sereins quand je parle avec eux autour de moi maintenant. Ils sont quelqu'un de stressé. Je vais lui répondre moi tranquillement et il va s'apaiser en face. Après, ouais, ouais, je les sens calmes autour de moi en fait, les gens. Alors qu'avant, il y avait une tension, elle venait de la personne d'en face, et j'envenimais la chose en fait. Maintenant, il y a une tension. Moi, avec mon comportement, j'ai la sensation d'apaiser les gens qui étaient stressés en fait quand ils sont arrivés. C'est ça en fait. Merci. Merci à toi. Alors, Anita, elle, en 2018, elle a fait quelque chose qui s'appelait un stage de 3 jours. Aujourd'hui, c'est devenu un processus de 35 jours. Donc, même à l'époque, quand elle a fait ça, ça lui a déjà apporté tout ça. Et ça, je me suis rappelé après, parce que c'était pas parfait, je vous ai dit. Ça, c'est son retour 3 mois après. Elle a fait le stage donc de 3 jours. Il n'y avait pas ce suivi de 21 jours à l'époque, hein, ça n'existait pas déjà. Mais elle a quand même gagné tout ça. Et là, je l'interviewe 3 mois après. On est en juillet, c'est dans un espace, c'est l'été, ça se voit bien. L'intéressant, hop, 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 c'est ce qu'elle m'écrit là. Hop. Début décembre, elle m'a envoyé ce message. Après 8 mois, les ressources acquises durant le processus sont toujours en moi. Les musiques du stage bercent encore mes journées et en les écoutant, les émotions sont toujours intenses. Le processus m'a ouverte à une nouvelle vie. En couple depuis plusieurs mois, alors que je ne croyais pas en l'amour avant ce travail, je le dois à tout ce travail étalé sur 35 jours. Pour les petits bobos qui me touchent encore parfois, je parviens aujourd'hui à les comprendre, mettre des mots sur la blessure et je me sers des outils acquis pour continuer à avancer vers la paix intérieure. En restant connecté à ces ressources acquises durant le processus, je me sens libre et confiante en l'avenir. Ça, c'est 8 mois après. Donc, elle, à l'époque, n'a fait qu'un stage. J'insiste là-dessus. C'est pas un processus.
C'est après que j'ai changé la façon de travailler, que j'ai développé plus de choses et que j'ai fait ça sur 35 jours. Parce que il y a des gens qui réussissaient pas comme elle à l'époque, mais vous avez énormément de témoignages dans la playlist témoignages sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aller voir sur ce sujet-là. Donc, ce travail-là, c'est pas ça, ça je l'élimine, parce que c'est pas ça qu'est les questions. Donc, tout ce que je viens de vous présenter là, c'est à portée de vos mains, de votre corps. Vous avez qu'à décider que c'est pour vous. Mais pour décider que c'est pour nous, il faut bien sûr avoir compris comment ça marche. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Parce que c'est une des clés aussi, on a besoin de votre conscient. Tac, tac, tac. Donc, début 2017, c'était qu'un simple stage de 2 journées non résidentielles. Maintenant, c'est un véritable processus de 35 jours. Parce que je l'ai fait 23 fois en groupe. D'accord? La 23e fois, c'était là, début novembre. J'ai 23 fois vérifié, ouvert le capot, testé, corrigé, changé, amélioré. Bref, j'ai énormément fait évoluer ce truc pour le passer de 2 jours au début non résidentiel à 35 jours, dont 4 jours de travail ensemble, en groupe, en résidentiel. Aujourd'hui, c'est le meilleur que je vais vous proposer parce que c'est le plus abouti. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a quasiment pas évolué, sauf dans quelques détails, depuis au moins 2 ans, donc 5 éditions à peu près. C'est la même version. Je change des broutilles, mais grosso modo, maintenant, c'est stabilisé depuis 2 ans, donc 5 versions. Euh, Ça existe, je le fais régulièrement, d'accord? Euh, et je vais vous expliquer ce qui se passe dedans. Tac, 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 ça c'est les douleurs. Ouais, ce que je disais là, voilà, c'est le film. Who's Afraid Alice Miller, qui a été fait par Martha Miller, qui est à gauche, et Alice Miller, elle est à droite, c'est sa mère. C'est ce film-là que je vous conseille d'aller voir pour voir comment Alice Miller, spécialiste de la douleur des enfants, n'a pas réussi elle-même à trouver ses propres ressources pour être la meilleure mère possible et donner son amour à son fils. Son fils qui a dû naître à peu près dans les années 60, je pense, un truc comme ça. Je pense. Ça doit être dit dans le film, mais je m'en souviens pas. Euh, Pourquoi? C'est important que vous preniez conscience que euh, Alice Miller, c'est une grande dame du soutien des douleurs des enfants, et même à l'époque, n'a pas eu les outils que vous aurez dans la TEFT. Vous allez apprendre à faire quelque chose qui n'existe pas ailleurs, simplement parce que personne a fait mon chemin à moi, qui m'a coûté ça, 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 ces formations, ces stages, ce travail thérapeutique pendant 2 ans, etc., en étant à la position où j'étais de comprendre ce qui se faisait. Bref, j'ai pu assembler, pour moi d'abord, parce que c'est moi qui en ai profité en premier, je suis égoïste, euh, et ensuite ça a été assemblé, vérifié avec les autres sous la meilleure forme qu'il est possible. Et ce travail de thérapie familiale, à qui je ne peux pas donner d'un autre nom, j'aimerais bien pouvoir appeler ça le processus de je sais pas quoi, je n'ai pas d'autre nom, parce que pour moi c'est familial et ça suffit. Vous serez le seul à faire et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que les outils thérapeutiques classiques qui vous maintiennent dans le pardon ou dans le c'est pas grave ou dans oui, on est désolé, ça s'est passé, ils ne proposent pas de sortie, de reconnaissance et de sortie de la loyauté familiale. Elle est là la clé. Sortir la loyauté familiale. Ensuite, il faut les outils, bien sûr, pour intégrer le reste, mais tant qu'on n'est pas sorti, tant qu'on n'a pas identifié la loyauté familiale, qu'on ne sait même pas ce que c'est, en tant que thérapeute, on ne peut pas travailler dessus. On peut faire au mieux comme Alice Miller, c'est-à-dire reconnaître la douleur de ses enfants. Mais ben voilà, ça suffit pas. On peut faire mieux aujourd'hui, et c'est ce que je vous présente. Ce processus de 35 jours, il est valable. Alors, bien sûr, il est ouvert au public aussi, hein, on n'a pas besoin d'être thérapeute pour le faire. Mais il est valable pour les sauveurs, il est valable pour les gens en dépendance affective, il est là valable pour les gens en burn-out, pour les parents qui surprotègent leurs enfants et qui les mettent en stress et qui se mettent en stress eux-mêmes, pour les gens au bout de leur système thérapeutique qui ne trouvent pas la fin, pour les gens qui sont seuls, désespérés, ou pour les gens qui ont eu l'idée que, tiens, mes parents, finalement, ils étaient bien toxiques. Parce que ceux-là
sont à 2 pas de sortir de cette loyauté. Ils ont déjà été capables de voir que les parents sont pas bons. C'est ce que vous avez fait hier pour certains pour la première fois. Et donc, une fois que vous êtes là, avec cette distance d'avoir pu voir que c'était pas bon, ok, maintenant j'ai que l'outil à appliquer, j'y vais. Et ces gens-là, ils fonctionnent, ça marche super bien. Donc, vous allez voir chez vos consultants comment ils se présentent. Oui, parce Bonjour, qu'en je vais fait, mal. Pardon? non, je voulais rebondir, je voulais effectivement dire, en fait, souvent, on arrive à ce constat où, oui, ok, on a compris certaines choses, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Exactement, qu'est-ce qu'on fait? Et comme on n'a pas la réponse de qu'est-ce qu'on fait, plouf, on la renterre au fond, et puis on va dire, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, je ne peux pas leur en vouloir. Ben si. Voilà. Et elle est là, le truc. C'est que non seulement une avocate peut m'aider à leur faire comprendre qu'ils ont mal fait, je peux en retirer la reconnaissance, je peux sortir de la lutte familiale et je peux aller vers mes ressources enfin. Et ce blocage-là de oui, mes parents sont toxiques ou mes parents étaient mauvais, eh ben très très vite, je replonge dans le déni parce que c'est la seule solution que j'ai. OK? Donc, vous allez arrêter de devoir, enfin, vous, vos consultants, vont arrêter de devoir, de se sentir seuls, rejetés, abandonnés, nuls, incapables, impuissants, tout ça, vont pouvoir arrêter de devoir être le pilier des autres, joyeuse, forte, parfaite, impeccable pour bien, et surtout, arrêter d'avoir peur de se sentir inutile. Tout ça, c'est fini. Ça va vous sortir de là. Donc pour tous les gens, ah, je me sens seul, ah, personne m'aime, oh, je suis nul ou je suis incapable, tout ça, anxieux, stressé, ça marche aussi. Tout ça, ça vient des défaillances parentales. C'est, on a clairement un tableau de ce que les parents devraient faire avec des enfants. On pose 3 questions. Non, maman, elle dit je t'aime de loin, mais jamais elle me fait un câlin. Bon, bah, il manque de contact. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de chaleur, j'existe pas physiquement. J'existe intellectuellement, mais physiquement, je n'ai pas de vraie existence parce que je ne suis pas pris dans les bras de ma mère. J'ai pas cherché hier cette expérience avec les bébés, j'ai pas le nom. Il faut que je note. Allez, cette fois-ci, je le note. Promis, je l'aurai pour la prochaine fois. Euh, voilà. Comme ça, c'est parti de ce que j'ai à faire. Donc, ce processus va changer tout ça, va vous donner une sensation d'être aimable. Va pas vous donner de l'amour, mais une sensation d'être aimable. Et quand vous avez la sensation d'être aimable, vous êtes vous n'avez pas besoin qu'on vous aime. L'amour, il est là. Je suis aimable, donc j'ai de la valeur affective, donc j'ai pas besoin qu'on me donne de l'amour. Si j'ai besoin qu'on me donne de l'amour, c'est que je manque de valeur affective. Ça vient nourrir ma valeur affective qui n'a pas été nourrie correctement par ma mère, puisque c'est elle qui en est responsable. Je, je te confirme du coup que c'est bien l'hospitalisme et c'est le psychanalyste Spitz qui avait fait l'expérience. Spitz et hospitalisme, merci. Je vais pouvoir revoir ça en détail. Merci. Oui, en fait, je crois que c'était pendant la période de guerre ou Ouais, post-guerre et c'est ça. il y avait tout un groupe de petits nourrissons qui étaient juste soignés en termes de soins Oui, nourri, soigné, mais médicaux, pas aimé. mais voilà, mais pas plus que ça. Et en fait, le manque d'affection et de relations humaines a fait que ces enfants sont quand même décédés. Ouais. Oui, même s'ils sont nourris et soignés, ça suffit pas. Il faut absolument, pour qu'on survive, qu'un adulte nous aime pour nous remplir de notre valeur affective et nous protège et nous apprenne à vivre pour avoir une valeur sociale. Donc, qu'on ait un sens à vivre, quoi. Que notre biologie continue à faire marcher la machine. Ça, c'est la fin de cette partie-là. Maintenant, on va rentrer dans les détails de comment ça marche. B1. Ah ouais, ben, je vais pas dans le bon sens, en fait. Ouais, je vais donner comment on fait d'habitude, comment on fait, mais pas comment ça marche. Pas mal. Je vous avais dit que ce serait pas parfait. Du coup, c'est drôle. Euh, 10h39, 9h. Ouais, on va pas le faire en moins de temps. J'ai vérifié que la vidéo soit pas trop longue après ça. Je vais vous partager pas ceci parce que je ne l'ai pas lancé. Il faut que je lance celui-ci. Non, c'est pas celui que je vais lancer, c'est le B. Voilà, parfait. Hop, je lance tout ça en diaporama. Je ressors de là.
Je vous retrouve sur Zoom. Vous êtes caché là-haut. OK, et je vous partage. Je vous partage la bonne chose, c'est vous partager ceci. Bien. Vous connaissez ce dessin-là. Vous ne connaissez pas par cœur la fin de week-end, c'est que vous avez fermé les yeux tout le long. On va parler de cette thérapie familiale et je vais vous expliquer comment ça marche. Je vous ai vaguement dressé le portrait tout à l'heure, mais on va le voir en détail rapidement parce que c'est voilà, c'est comment ça marche, c'est un principe, vous n'aurez pas tous les outils. Alors ça, on a tout fait ça. On a tout fait ça, on a tout fait ça, on a vu ça, on a vu que ça existe depuis que l'homme, on a vu la loyauté, le quatrième commandement qui fait tout ça. Alors, j'ai une remarque dans le chat de le quatrième commandement de, de l'Ancien Testament. Nouveau Testament, c'est autre chose. Mais c'est cet Ancien Testament qui est inscrit sur les tablettes. Donc, c'est lui qui est gravé dans le marbre, on va dire. Et donc, c'est celui que l'inconscient retient. Donc ça on a vu le déni, machin, tout ça, la société morale avec le psy qui dit qu'il faut leur pardonner, et donc la loyauté familiale, c'est plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ok, on arrive à ça, mais ce qui est important de comprendre, on commence par en haut à gauche. Le déni est donc inconsciemment notre seule solution pour survivre et accepter, mais si je reste dans le déni de la douleur que j'ai reçue, c'est-à-dire si je ne suis pas reconnu dans ma douleur, si mes parents ne viennent pas valider ma douleur de l'époque, comme on l'a fait dans la pièce de théâtre, je n'ai pas de reconnaissance ni de protection de mon père, une place dans le clan, ni de protection du clan pour survivre, pour me protéger, ni d'amour de ma mère. Donc, je reste malheureuse et en grandissant, je deviens pas heureuse, pour pas dire dépressive. D'accord? ce- ce- le déni va nous rendre forcément mal dans notre peau à un moment donné parce que je ne peux pas grandir tant que j'ai pas eu toutes les ressources dont j'ai besoin pour être moi. C'est nier ma propre identité. Quand je mets du déni sur ce que j'ai vécu enfant, je nie ma propre identité. Et quand je nie ma propre identité, forcément, il y a un moment, ça va mal se passer. D'accord? Donc le déni, ça nous permet de survivre, mais quand je passe généralement la moitié de ma vie, quand je passe généralement après 40 ans, ça devient compliqué de ne pas le guérir. Donc j'ai en majorité des gens qui viennent travailler ça, qui ont plus de 40 ans. J'ai très 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 peu de gens d'une vingtaine d'années, ça m'arrive de temps en temps. Quand j'ai des gens de 35 ans, je suis super content parce qu'ils ont des enfants très jeunes, ils vont pouvoir travailler à fond sur leurs enfants et du coup, ils ont besoin de thérapie derrière eux. Et puis quand j'ai des gens de 60 ans, ben, ils sont très très contents de le faire enfin, mais ils regrettent de ne pas l'avoir fait avant. Bon, voilà, c'est comme ça. Euh, Moi j'ai tendu 28 ans, un accident de 15 ans après pour travailler, mais chacun le sien. Ce qui est important, c'est de comprendre que cette loyauté familiale archaïque se construit et chez les drames des ancêtres et dans les défaillances parentales, les deux, d'accord? Mais qu'en faisant sauter la défaillance parentale, elle s'applique plus là dans ma vie à moi, vivante de 6 ans aujourd'hui. Si je vais travailler en tranche G, je ne ferai pas sauter la loyauté parce que je suis d'abord loyal à mon clan le plus proche, c'est-à-dire papa-maman. Les ancêtres, oui, évidemment, mais il y a une espèce de mini-clan intense de papa-maman qui, eux, ont la plus grande loyauté. Hop, voilà. La PNL, la thérapie symbolique et la plasticité neuronale, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez compris, neurones, dendrites, donc on peut voir ça symboliquement. J'ai vraiment fait ça métaphoriquement, hein, je ne rentre pas dans les détails. Cherchez des conférences ou des bouquins sur la plasticité neuronale, vous comprendrez tout ça. On peut imaginer que un enfant qui habite là en haut à droite de l'image, je crois que je l'ai plus, non, je l'ai pas plus grand, qui habite là en haut à droite de l'image, pour aller au stade de foot, eh ben, il doit faire tous ces détours-là dans son quartier. Pourquoi? Parce que s'il passe tout droit là-dessous, il y a un gros chien et il a peur. Non, ça marche pas. S'il passe tout droit par cette place-là, il y a des gens pas trop bien élevés qui vont l'emmerder. S'il passe par là, il y a trop de voitures, c'est dangereux. Bref, il doit faire tous ces détours et ça, ce sont toutes les circonvolutions qu'on a mis en place dans notre cerveau pour arriver à pas trop souffrir de notre dévalo en public.
par exemple. J'ai trouvé des solutions, des astuces. Je porte ma culotte fétiche et puis ça marche bien. Ou alors je me présente bien. Bref, je trouve mes astuces et ça, ce sont les astuces neuronales qu'ont mis en place notre cerveau pour résister à ça. OK. Nous, alors ça c'est mon cerveau, vous l'avez déjà vu. Voilà, l'image elle est en grand. Voilà. Nous, on va euh, faire en sorte que vous n'utilisiez plus ce chemin-là. Parce qu'il est long, parce qu'il est fatigant, et puis finalement, bah, vous êtes toujours en dévalo, ça ne marche pas. Nous, on va créer un autre chemin qui crée un raccourci. Ce raccourci va vous permettre d'aller plus directement au stade de foot, et donc d'être plus efficace dans votre besoin d'être dans votre confiance. On va l'utiliser que lui pendant 21 jours, et l'ancien va disparaître. Et il est là le truc, c'est que si on n'utilise que le bon chemin pendant 21 jours, l'autre, naturellement, au rythme des renouvellements neuronaux, va disparaître. On va réapprendre à un autre chemin neuronal. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Je peux changer la façon dont je fonctionne neuralement parce que je vais utiliser un autre chemin. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on va jouer à faire semblant, qu'on va faire croire à l'inconscient qu'on est vraiment dans ce truc de j'ai confiance en moi. Et tout de suite, on va sentir que, tiens, quand j'ai confiance en moi, les autres réagissent différemment. Vous savez bien que si vous n'avez pas confiance en vous, vous rentrez dans une pièce pleine de gens, eh ben, vous vous faites encore plus petit parce que tout le monde vous regarde et puis vous ne savez pas trop quoi répondre et puis vous allez vous mettre dans votre coin. La personne que vous connaissez bien et qui rentre dans la pièce en pleine confiance en elle, elle prend sa place, elle discute, elle va s'intégrer dans un groupe et elle n'a pas de problème et vous la regardez, waouh, comment elle fait. Ok. Cette personne a juste confiance en elle. Elle a eu les ressources qu'il fallait pour avoir confiance en elle. Maintenant, dans le processus qu'on met en place, on va vous faire sentir que vous pouvez avoir confiance en vous et on va vous faire valider dans la réalité réelle, dans les groupes vraiment que vous allez rencontrer, que quand vous avez confiance en vous, c'est vachement chouette, ça marche, tout le monde vous écoute. Et ça, c'est magique. On ne va pas passer par des méditations qui sont que dans votre tête, potentiellement dans votre corps, parce qu'on imagine un petit peu dans la méditation, donc ça vient un peu dans le corps, mais c'est pas la réalité humaine. Nous, on va jouer avec la réalité humaine de façon à ce que vous sentiez dans votre corps que quand vous avez confiance, ça marche, donc vous prenez petit à petit confiance en vous. Mais comme on fait de la thérapie créative, on ne va pas se contenter du petit stade où je vais bien et je n'ai plus de dévalo. On va viser le plus haut où j'ai super confiance en moi, mes relations avec les autres sont super bonnes, je suis aimable et aimé par les autres. Donc on va créer la meilleure histoire, parce que tant qu'on modifie quelque chose, autant qu'on la modifie bien. D'accord? Euh, J'explique comment. On va vous accompagner à sortir de la réalité familiale avec votre famille en réglant les manques, tac, tac, tac. Ça, c'est ce qu'on a vu. On va ensuite utiliser la capacité de votre corps physique, c'est très important, et de votre inconscient à ensemble créer une nouvelle histoire idéale et surtout à s'y connecter et à la ressentir. Rappelez-vous l'histoire de l'apéro, de ce vin, de cette infusion de vinaigre et de moutarde, amer en plus, ber. Euh, Parce que votre corps va imaginer qu'il a confiance, parce que votre inconscient va imaginer qu'il a confiance, il va sentir la confiance. Et quand il sent la confiance, il manifeste la confiance autour de lui, et du coup, le monde extérieur va réagir à la confiance qu'il affiche. C'est aussi simple que ça. Et vous avez vu comment ça marche et comment inconsciemment on peut faire ce qu'on a envie de faire. On va utiliser pour ça des outils de PNL, de thérapie symbolique. On va valider les changements dans votre vraie vie pour qu'ils deviennent réalité et ancrer suffisamment longtemps cette sensation qui donne les meilleures ressources pour effacer les anciennes blessures. Donc, au lieu de passer des années en cabinet à réparer le fait que mon père était violent, il m'engueulait, je vais créer en repartant de zéro, et c'est ça qui est assez magique, c'est que on va recréer votre histoire de plus que zéro. On va pas vous prendre dans vos blessures de petite fille de 5 ans, ou 7 ou 8 ans devant ses devoirs qui se font engueuler. On va tout réécrire depuis zéro, puisque vous êtes construit à partir du moment où vos parents décident d'avoir un enfant. On va changer l'histoire à partir de là. Et parce qu'on la change à partir de là, elle devient immensément puissante, cette histoire-là.
Ça permet d'accompagner les enfants, tout ça, c'est autre chose. Et après, il y a du travail transgénérationnel à faire si on a besoin. L'idée globale, c'est cette métaphore jardinistique que j'utilise souvent. Je vais changer le terreau dans lequel vos parents ont planté la graine, qu'ils ont arrosé, qu'ils ont ensoleillé pour faire pousser qui vous êtes. Si je change le terreau, vous avez des ressources complètement différentes de ce terreau qui n'est que les qualités que vos parents ont amenées. Et si les qualités ne sont pas assez grandes, il y a des défaillances et vous ne poussez pas comme vous devriez pousser parce que dans votre graine à vous d'être humain, il y a toutes les capacités du monde. Ce sont juste à vos parents de les élever. Et c'est ce mot-là encore, il est tordu parce que élever un enfant, pour moi, ça devait être une élévation de l'enfant. Et pas un élevage comme des chevaux. Mais c'est le même mot. Et oui, ils m'ont bien élevé. Oui, ils t'ont bien dressé en fait. Mais ils t'ont pas élevé dans le sens, ils n'ont pas permis à la petite graine de se développer au meilleur de ses capacités parce que malheureusement pour toi, ils avaient des défaillances. Ou alors, pire, ils étaient de vrais tortionnaires parce que leur histoire était pourrie, mais de toute façon, tu es la victime, qu'ils soient juste défaillants parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'il fallait, ou juste complètement tortionnaires parce qu'ils ont été massacrés eux-mêmes, ben, c'est pareil. C'est le même résultat, l'enfant est la victime. Et quelle que soit la raison pour laquelle il est la victime, ce qui est important, c'est de le considérer comme victime, de travailler avec lui pour lui permettre d'en sortir. Et c'est ce qu'on fait en TEFT. Et ça permet de lever le voile sur toute cette brume que vous portez dans votre histoire. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Oui, Oui, c'est bien. Alors, j'ai un petit... tac, tac, tac. Euh, oui, ça commence à être plus clair. ouais, et c'est pour ça qu'on vient dessus ce matin. D'accord? Euh, alors, je ne vais pas donner votre nom puisqu'on l'a mis dans le chat, c'est que vous ne pouvez pas le partager. Quelqu'un me dit, voilà, c'est cela pour moi, j'ai été brisé dans mon cœur par mon père. Exactement. Quelqu'un d'autre, je prends conscience que j'ai grandi avec un manque affectif de contact physique avec ma mère, bien sûr. D'autant plus, d'autant plus, j'en ai tout parce que je ne vais pas spoiler. Mais